Bienvenue dans le débat, il est consacré à la Syrie, 2 jours après la chute de Bachar al-Assad. Les rebelles ont nommé cet après-midi un Premier ministre de transition. Il s'agit de Mohamed al-Bashir, c'est un proche d'Al-Joulani, le chef de HTC. Il promet stabilité et calme dans une interview à Al Jazeera. Et alors que les rebelles préparent leur prise de pouvoir, 3 puissances extérieures sont déjà intervenues militairement pour des raisons de sécurité. Israël qui a mené plus de 300 frappes aériennes sur la Syrie depuis la prise de Damas par les rebelles, la Turquie qui a frappé au nord à la frontière syrienne en zone kurde et les États-Unis qui ont bombardé des positions du groupe État islamique en Syrie. En Europe, sachez que plusieurs États, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont annoncé suspendre l'examen des demandes d'asile en provenance de Syrie. Alors comment installer un pouvoir pacifique et durable dans le pays? La transition est-elle en marche? On va revenir aussi sur les intérêts des puissances en Syrie. Quel impact dans ce pays divisé? Et puis sur la réaction donc, des pays européens qui suspendent le droit d'asile pour les Syriens. On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anthony Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes éditorialiste à France Info TV et spécialiste des questions internationales. Nous avons ce soir avec nous Franck Sessen. Bonsoir. Vous êtes avocat, membre de la Fondation Institut Kurde de Paris. Bienvenue à vous. Nous attendons 2 autres invités qui ont un petit peu de retard, mais ils ne vont pas tarder à arriver. En attendant, donc, je vous le disais, les rebelles ont nommé un chef de gouvernement transitoire. Il va assurer ses fonctions, dit-il, jusqu'au 1er mars 2025. Il dirigeait Idlib, justement, avec Al-Joulani. On fait un point en image avec Noémie Roche. Il était pressenti pour le poste. Assis à droite de l'image, Mohamed al-Bashir a été nommé Premier ministre d'un gouvernement de transition en Syrie jusqu'au 1er mars 2025. Celui qui était jusqu'ici président du gouvernement de salut syrien, proclamé par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham à Idlib, aura une mission: rassurer et rassembler. Les nouveaux chefs de Damas ont en effet déclaré qu'il était interdit d'imposer aux femmes des tenues vestimentaires religieuses, que s'en prendre à des journalistes serait passible de prison et que tous ceux qui avaient été forcés de s'enrôler dans l'armée du régime seraient amnistiés. Un responsable du commandement des opérations militaires, la structure qui englobe différentes forces rebelles islamistes qui ont fait chuter le régime, a aussi dit vouloir dissoudre toutes les factions armées du pays pour les réunir sous la seule et même bannière du ministère de la Défense. Une tâche difficile compte tenu du morcellement du pays, dont différents territoires sont tenus par des groupes distincts, comme les Kurdes au nord-est. Le but de ce nouveau pouvoir est-il véritablement de bâtir un pays pour tous les Syriens? L'avenir le dira, mais en attendant, une chose semble certaine. Les différents groupes, désormais à la tête du pays, Hayat Tahrir al-Sham en particulier, cherchent urgemment à être retirés de la liste des organisations terroristes sur laquelle les Nations Unies, les États-Unis et d'autres pays les ont placés. Direction Damas, on retrouve notre envoyée spéciale Julie Dungeloff. Julie, bonsoir. D'abord à Damas, est-ce qu'on compte sur une transition pacifique ? Oui, tout à fait. C'est vraiment les mots qui reviennent dans la bouche des différents responsables politiques. On n'a qu'à se rappeler notamment des mots de l'ancien Premier ministre de Bachar al-Assad, Jalali, qui était d'ailleurs resté à Damas, là où d'autres responsables de l'ancien régime avaient quitté le pays en disant qu'il voulait une transition pacifique, qu'il était prêt à céder le pouvoir. Il a d'ailleurs rencontré Joulani hier et ils se sont redit la volonté de cette transition pacifique. Et avec la nomination de cet homme qui est donc le nouveau Premier ministre de transition syrien et qui, comme le disait Noémie Roche dans son sujet, n'est pas du tout une surprise puisqu'il était présent lors de ce rendez-vous hier avec Joulani pour discuter de cette transition démocratique. Il va falloir maintenant voir exactement quelle sera la composition de ce gouvernement qu'il est chargé de nommer, voir si différentes factions seront représentées, si différentes tendances politiques seront représentées pour comprendre un peu mieux à quoi pourrait ressembler la Syrie de demain. Il reste évidemment beaucoup d'interrogations. Je vous rappelle que nous sommes seulement à quelques jours de la chute de Bachar al-Assad, donc beaucoup de questions restent encore en suspens évidemment aujourd'hui. Oui, 2 jours seulement. Alors quelle est la réaction des Syriens que vous avez rencontrés à Damas, Julie ?
Eh bien, aujourd'hui, nous avons notamment été dans le centre de la capitale, notamment sur cette place des Omeyyades, mais également dans la vieille ville, dans le souk, notamment le poumon économique, où on a pu voir encore aujourd'hui des scènes de liesse, un véritable soulagement. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous et qui nous disent mais qui êtes-vous, d'où venez-vous? Nous sommes français, nous sommes journalistes, et qui nous saluent en nous disant bienvenue dans notre Syrie libre. Et lorsqu'on pose la question à ces gens d'une réaction sur la nomination notamment de ce nouveau Premier ministre de transition, ils n'en sont pas encore là. Ils sont encore à la fête et au soulagement de se dire que Bachar al-Assad est tombé. Ils n'y croient presque toujours pas. Une jeune femme me disait quoi qu'il arrive, rien ne peut être pire que ce que l'on a vécu pendant ces 55 ans du pouvoir du parti Baas, du parti de la famille al-Assad. Un vieil homme nous disait que lorsque al-Assad était au pouvoir, il ne pouvait pas voyager, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire, et qu'à présent il était libre, et que rien que pour ça il remerciait cette transition, ces factions qui ont pris le pouvoir dans la capitale Damas. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est ce soulagement de voir partir l'ancien régime, et puis une attente évidemment que cette transition soit démocratique. Un jeune homme me disait notamment tout à l'heure qu'il espérait qu'il y aurait une opposition, qu'il y aurait des élections démocratiques qui pourraient se tenir un jour, et que la Syrie, que les Syriens reprennent le pouvoir en Syrie. Merci Julie Nungelhoff, donc en direct de Damas. Votre réaction, Anthony Bélanger. Finalement, on voit qu'il y a toujours une forme d'enthousiasme, un espoir en tout cas, qu'un gouvernement de transition puisse pacifier, puisse être pacifique et gérer tout ça. Moi, je suis depuis 2 jours, comment vous dire, un observateur de moins en moins raisonnable, parce que j'ai en ligne mes amis libanais, mes amis ou des Syriens que je peux connaître à droite à gauche, et dont l'enthousiasme ne retombe pas. Je crois qu'il faut vraiment... Ça fait seulement 2 jours en même temps. Oui, ça fait seulement 2 jours. Donc il faut vraiment comprendre, il faut trouver les mots pour expliquer ce que c'était que ce régime de Bachar el-Assad, qui régnait, mais par la terreur depuis 20 ans. Enfin, Bachar el-Assad est au pouvoir depuis 20 ans. Son père, on vous a ajouté son père, vous avez près plus de 50 ans de pouvoir, qui régnait littéralement par la terreur, à tous les points de vue. Terreur politique, terreur policière, terreur armée, la terreur absolue. Un pays donc, qui a perdu en quelques années 6 millions de ses concitoyens, c'est-à-dire 1/5 de la population qui a fui un pays, un régime qui a assassiné 500 000 de ses concitoyens. Donc le soulagement de la population syrienne, et en partie libanaise d'ailleurs, parce qu'elles sont vraiment touche-touche, est incommensurable. Donc on en est là encore pour l'instant. Mais il y a effectivement un changement politique aujourd'hui. Un nouveau Premier ministre qui a été nommé. Ce pays est à reconstruire entièrement. Donc on peut au moins porter au crédit des nouvelles autorités qui se dessinent de vouloir compter sur les parrains régionaux pour pouvoir remettre la Syrie dans le concert des nations, faire lever une partie des sanctions qui concernaient uniquement l'ancien régime et permettre une reconstruction à peu près ordonnée du pays. Alors, on en est là. On dit, pour l'instant, constatons la joie absolue générale de l'ensemble de la population et soyons heureux avec eux de la chute de ce régime barbare. Et puis, deuxièmement, commençons à nous poser des questions sur la reconstruction du pays. Sarah Daniel, grand reporter au Nouvel Obs, merci d'être avec nous, co-autrice de La putain du califat, c'est chez Grasset, merci d'être là ce soir. Votre réaction justement à la nomination de ce nouveau Premier ministre qui promet donc, il a tout de suite donné une interview à Al Jazeera et à d'autres médias, il promet stabilité et calme, c'est un proche du chef de HTC, de Al-Joulani, ils ont gouverné ensemble à Idlib. Est-ce qu'on peut dire que les choses se mettent en place pour une transition pacifique ? Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on n'en sait rien, mais pour reprendre un peu ce que disait Anthony, et si on doit s'arrêter 2 minutes sur la joie et le bonheur de tous les Syriens, mais aussi des Libanais. Là, j'avais, il y a quelques jours au téléphone, Walid Jumblat, qui m'a dit, en larmes, il a appelé Saad Hariri, et tous les deux, ils sont
tombés en larmes. Leurs 2 pères ont été assassinés par les Syriens. Enfin, il faut voir tout le bonheur que ça peut susciter à tous les niveaux dans la région. C'est en effet, c'était un régime épouvantable. On sait depuis les Wikileaks que Bachar a lui-même ordonné les assassinats. Donc voilà, il y a un moment, en effet... Donc on est encore dans ce mais bien choc sûr, positif. Souvenez-vous, pendant les révoltes arabes, ça a mis du temps avant qu'on revienne à la raison, qu'on s'aperçoive que derrière, c'était pas les printemps parce qu'ils sont rapides, justement, dans la constitution de ce gouvernement transitoire. Sur le nouveau gouvernement, ce que je peux en penser, c'est que oui, ils mettent les formes, ils ont une vraie volonté d'apaiser les choses, évidemment, parce qu'ils ont besoin, mais un peu comme j'ai envie de vous dire, les talibans, il y a quelques années, avaient besoin de la communauté internationale avant de changer complètement. Donc là, pour l'instant, en effet, ils donnent les gages. Il y a eu un relooking incroyable de Al-Jolani, on l'a vu, depuis son interview. Compris vestimentaire. Vestimentaire, absolument. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant baisser la garde et que c'est un gage de lendemain qui chante pour la Syrie? Moi, je reste très, très prudente. Franck Sessem, vous êtes kurde turc, mais vous avez beaucoup de familles en Syrie. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Enthousiasme, évidemment, comme tout Syrien, comme tout démocrate, comme tout laïc, nous sommes ravis du départ de ces criminels qui a remplacé le père de la République syrienne. Il n'y avait que le nom République, c'était de père en fils. Seul exemple, c'était Corée du Nord, je crois. Ceci étant, j'oublie pas quand même que je suis kurde, qu'il y a une entité kurde en Syrie, que cette entité a connu plusieurs fantômes, dont le plus grand aujourd'hui pour nous, ce n'est pas les islamistes qui arrivent au pouvoir. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés au pouvoir. Le pouvoir a fait faillite. Il n'y a pas eu de conquête. Il y a eu la faillite. C'est désintégré de l'intérieur. Absolument, il y a eu des intégrations de pouvoir. Et donc, aujourd'hui, dans la recomposition, qui seront nos partenaires kurdes? Avec quelle politique? Pour l'instant, c'est que la Turquie. Et si la Turquie doit rester seule puissance à décider dans la région, avec ceux qui lui doivent, les islamistes, HTL, Tahrir al-Sham, aussi Al-Qaïda, aussi à l'époque, Daesh, tout le monde est passé par la Turquie. Ils doivent à la Turquie. Et donc, ce rapport. Et donc ça suscite des inquiétudes. Non, ça suscite des inquiétudes dans la mesure. Les Kurdes ont créé leur entité depuis maintenant 2011-2012. C'est une fédération dans laquelle beaucoup de minorités... On va voir la carte, c'est au nord-ouest. Voilà, beaucoup de minorités ont trouvé l'asile. Nous sommes partenaires de l'Occident dans la guerre contre Daesh. Nous sommes reconnus comme tels, nous sommes armés par l'Occident. Aujourd'hui, l'inquiétude qui est la nôtre, la Turquie est quand même membre du Conseil de l'Europe et membre de l'OTAN. Alors aujourd'hui, la seule voie qui appelle à la protection des Kurdes, c'est l'Israël. Oui, alors on va revenir justement sur toutes ces puissances, Israël et la Turquie, mais encore un mot sur la situation interne, Anthony Bélanger, pour revenir. Justement, le défi de ce gouvernement, ça va devoir de maintenir cette unité, l'unité du pays, faire en sorte que les différentes factions islamistes restent unies, là aussi, parce que, il y a ce chef, il y a un Premier ministre, mais enfin bon, les factions ne sont pas forcément unies. Il y a deux choses. Il y a l'exemple de plusieurs transitions ratées. Celle de l'Irak est la plus spectaculaire, mais c'est pas la seule. Si on voit en ce moment ce qui s'est passé en Libye, ce qui même se passe en Tunisie. Donc je pense que nourris de ces exemples, s'ils sont un peu malins, ils auront à cœur d'essayer de faire une transition, inclusive. D'autant que pour une raison en plus très simple, c'est que, la Syrie n'est pas l'Afghanistan, la Syrie n'est pas la Syrie, c'est le cœur battant du croissant fertile. C'est l'endroit, d'une certaine façon, d'où venaient les intellectuels, les poètes, les maisons d'édition de la région, avec le Liban, bien sûr. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que personne n'a jamais réussi, sauf dans ces 50 dernières années, dans l'horreur et dans le sang, à gérer la Syrie à partir d'une faction ethnico-religieuse. Personne. C'est-à-dire que sauf Assad, puisque c'était les Alaouites. Sauf Assad, mais on voit... Bien sûr. Avec une répression... Ce que j'essaie de dire, c'est que personne, sauf Assad, dans le sang et la terreur, et le parti basse, n'est parvenu à gérer la Syrie de façon sectaire. Donc en fait, s'il veut à la fois d'un côté se débarrasser de l'héritage de Assad et du parti basse, et de l'autre côté prétendre à une gestion, humaine de la Syrie, il va falloir qu'il négocie. Il va falloir qu'il parle.
Il va falloir qu'ils négocient aussi avec Oui, les puissances non. étrangères, qu'ils Avec négocient aussi à l'intérieur de la Syrie. Avec les puissances étrangères, mais comme on peut bâtir des châteaux en Espagne, C'est vrai. mais il faut regarder d'où on part. En fait, si on regarde la situation à Idlib, il y a beaucoup de gens qui se sont émerveillés parce qu'il y avait encore des églises, enfin, si vous regardez un peu attentivement, ils avaient un statut de dhimmi, ils devaient payer un impôt, ils n'avaient pas le droit de carillonner leur cloche. Les chrétiens. Oui, les chrétiens. Et donc, voilà. Donc, il y avait des formes de discrimination quand même. Bien sûr, c'était complètement discriminé. Enfin, je veux dire, c'était quand même Al-Joulani est quand même un islamiste, un fondamentaliste. Est-ce que ces gens peuvent changer? Bien sûr qu'il y en a qui changent. Mais là, il n'a pas donné de signe particulièrement probant de son changement. Il a même, si vous regardez un peu la presse arabe, il a même dit, regardez ce qui s'est passé pour les talibans, les Occidentaux acceptent des régimes quand même islamistes, mais surtout le point qu'il ne faut pas, où il faut éviter de leur faire peur, c'est de prôner le djihad ou de laisser passer des djihadistes étrangers qui pourraient porter des attentats sur leur sol. Donc tout ça a été ultra calculé, ultra mesuré, et on va voir jusqu'à quel point un État islamique peut se développer en Syrie. Parce que l'objectif, c'est quand même la charia, c'est ça l'objectif, voilà, a priori. Ce que j'ai décrit, c'est un monde idéal, et vous avez raison de souligner que ce n'est pas ce qui va se passer. Je voudrais en plus rajouter à ce qui vient d'être dit qu'il y a eu des manifestations contre le HTS dans la région d'Idlib qui ont été massivement réprimées. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé les gens manifester contre, effectivement, le statut de dhimmi ou même tout simplement la gestion de cette province. Là, on a en ce moment des reportages qui nous disent, c'est merveilleux, il y a des routes goudronnées, il y a des églises, exactement ce que vous disiez. Il ne faut pas non plus exagérer, cette région a été mise en coupe réglée par HTS depuis 5 ans maintenant, qui a éliminé grosso modo tous ses ennemis plus radicaux que lui, en lui expliquant que la seule chose à faire, c'était soit de se soumettre, soit d'être tué. Donc il y a eu une lutte interne extrêmement violente, il y a une mise en coupe réglée de ce territoire, qui est aujourd'hui gérée effectivement comme une petite entreprise islamiste radicale. Il faut bien être au courant. Ce ne sont pas des démocrates, on est bien d'accord. Voilà, mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont amnistié toute l'administration, Franck Seyssen. Oui. Ils ont donc un certain nombre de gestes. L'ancien Premier ministre est resté pendant un petit moment. Donc, il y a une forme. Alors, est-ce qu'on est dans de la duperie? Est-ce qu'effectivement, au final, on sera dans la mise en place de la charia, tout simplement? Et donc, peut-être pas avec beaucoup de tolérance à l'égard des minorités religieuses. Enfin bon... Ça reste des questions. Vous savez, aujourd'hui, les Kurdes contrôlent quand même 40% du territoire, avec 10 millions d'habitants, avec un système laïque, plus ou moins démocratique, en tout cas anti-charia. Si on pense qu'ils vont imposer leur charia à l'ensemble de la Syrie, les Kurdes n'accepteront pas. Oui. Il faut y rajouter aussi les chrétiens, il faut rajouter aussi d'autres minorités. Ça ne passera pas. Ceci étant... Ça ne passera pas, mais c'est leur projet. C'est un islamiste. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le projet de la Turquie. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont arrivés, disons-le, au pouvoir, ils se différencient depuis une semaine. Je pense, soit on passe à un djihadistan comme Daesh, ce ne sera pas le cas apparemment, parce qu'il s'est différencié. Si les États modérés arabes le soutiennent, si on diminue la même mise de la Turquie là-dessus, on peut espérer quelque chose de positif. Qui pourrait diminuer la mainmise de la Turquie? Qui peut... c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, ils sont plutôt dans une stratégie de désengagement. Moi, c'est ça que je trouve assez... Pas tout à fait. Les dernières informations que nous avons, quand même, il y a une responsabilité concernant en tout cas le Kurde, la région kurde. Vous pensez que les Américains seraient prêts à s'engager pour défendre les Kurdes dans un cas... Moi, malheureusement, je pense qu'ils ne vont pas abandonner. Je pense qu'ils ne vont pas abandonner. Ça reste le spot de sécurité de tout le monde dans la région. Mais en tout cas, il y a cette problématique de la charia. Non, mais alors, écoutez, Trump à la Maison-Blanche a expliqué... Trump, qui n'est pas encore à la Maison-Blanche, a expliqué lors d'un tweet qu'il n'avait rien à faire en Syrie et que la première chose qu'il ferait, c'est d'enlever tous ses hommes. Donc déjà, je pense que les Kurdes... Il y a une volonté de retrait. Il y a une volonté de retrait absolu. Il a déclaré que la Syrie était un bordel, je le cite, et qu'il n'était pas question que les Américains, qui ne comprenaient même pas que les Américains étaient encore des soldats là-bas, et qu'il était temps qu'ils les retirent. Donc, grosso modo, il confie la gestion de la région à Israël. Point barre. Et éventuellement, en l'appuyant avec des armes et des relais diplomatiques. C'est tout ce Trump envisage pour la Syrie dans la région. Premièrement. Quant à la charia, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, encore une fois, si ces islamistes radicaux pensent gérer l'entièreté de la Turquie à partir d'une idée issue de
de l'islamisme radical sunnite, eh bien, ils vont avoir affaire, d'une part, à 25% de la population qui n'est ni musulmane ni sunnite, et à effectivement une grande partie des Kurdes qui n'ont pas envie d'être dirigés de cette façon. Donc, en fait, grosso modo, c'est une recette pour la guerre civile. C'est exactement ce que Al-Jolani, qui s'appelle aujourd'hui Al-Shara, essaye d'éviter. Le chef de HTC, C'est Nadim dit Mouri. qu'il essaye d'éviter. Nadim Mouri, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur exécutif de Arab Reform Initiative. Justement, un point, je voulais vous questionner également là-dessus, sur ce projet de charia de Al-Jolani, le fait qu'il ait un nouveau Premier ministre qui promet stabilité et calme. Est-ce que la charia peut être un projet compatible avec le respect des minorités ? Non, mais je ne suis pas sûr maintenant s'il veut vraiment imposer la charia sur tout le monde. Je veux dire, on sait que c'est des vrais islamistes, mais en même temps, ils ont montré jusqu'à maintenant une forme de pragmatisme. Donc je pense qu'il faut voir comment soutenir les Syriens démocrates pour que ce projet n'aboutisse pas, tout en prenant compte des réalités sur le terrain. Et je pense que ce n'est pas simplement une question de minorité. Je pense que les Syriens qui ont payé un si grand tribut toutes ces années, ils veulent être citoyens, qu'ils soient sunnites ou pas sunnites. Je pense ce n'est pas Jolani ou Ahmad Shah de son vrai nom a été peut-être l'effet provocateur de la chute du régime. Il faut le reconnaître effectivement, mais en même temps, le soulèvement a été populaire. Je veux dire que ce soit à Souaïda chez les Druzes, que ce soit dans les banlieues de Damas, on n'a pas attendu que HTC arrive jusqu'à Damas pour se soulever. Donc je pense que la situation est très complexe. J'ai peur d'entendre simplement qu'on parle de charia et de minorité. Ce serait enlever le pouvoir des Syriens de parler pour eux-mêmes. Donc, et il va falloir avoir une approche nuancée. Je veux dire, c'est 54 ans de règne. On ne va pas se retrouver dans un... La Syrie, ça ne va pas être facile. Mais il faut soutenir. Et deuxièmement, malheureusement, entre-temps, il y a Israël qui est en train d'attaquer. Oui, alors on va en parler d'Israël, mais avant ça, juste je vous relance sur une question qui les concerne. La problématique, il y a le peuple syrien, et puis il y a tout de même des factions islamistes différentes, HTC donc, et la majoritaire, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'ailleurs une présence encore de Al-Qaïda, une partie Al-Qaïda, il y a aussi Daesh. Donc, plus il y a les forces soutenues par les Kurdes. Est-ce que c'est pas ça le risque que finalement ils rentrent en conflit encore les uns avec les autres. Bien sûr. Bien sûr, c'est un risque et il va y avoir plein de combats. Je veux dire, la Syrie est un pays très complexe. Il va y avoir plein de combats. Donc là, c'était pas terminé. Je pense effectivement, mais je pense mon seul point aujourd'hui, c'est de dire effectivement, on peut être très pessimiste en faisant une analyse. Mais en même temps, il faut avoir l'optimisme de la volonté et reconnaître ces sacrifices du peuple syrien et au fait aucun de nous ne s'est attendu à ce que le régime chute. Tout le monde est en train de normaliser ces derniers temps. Donc, en fait, il faut reconnaître qu'il y a des éléments, qu'il y a une volonté du peuple. Il faut les soutenir et il faut avoir une forme de patience, une stratégie de la patience et trouver quel levier on peut avoir aujourd'hui avec Ahmad al-Shara, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les Occidentaux les ont ignorés à aider pendant trop longtemps. Donc aujourd'hui, on se retrouve sans beaucoup d'outils, à part dire on va vous bombarder ou des sanctions. Il va falloir trouver d'autres moyens d'avoir de la pression pour les encourager à aller vers une forme inclusive de transition. Bien sûr, vous avez raison, il faut les encourager, mais qui est ce nous? Est-ce que c'est la communauté internationale? Mais en fait, on aimerait bien aussi que ça puisse venir des Syriens eux-mêmes. Et vous dites, on ne s'attendait pas à ce qui tombe. Mais comme vous savez, ça a été aussi une conjonction d'événements depuis la guerre de Gaza, ensuite la chute de Hezbollah et la disparition, un peu, en tout cas l'affaiblissement de l'arc chiite de la résistance. Donc voilà, en fait... que demander de plus du peuple syrien après 14 ans, 10 millions de déplacés, 400 000... Non, mais je veux dire, ils nous ont montré le chemin, à nous de les suivre. Vous avez raison, mais... Donc la communauté internationale a un rôle à jouer. Hein, bien sûr. Anthony Bélanger. D'abord, il y a deux problèmes. Bon, on a le problème de tous les parrains, et ça on va y revenir, de la Syrie. Mais il y a aussi le problème effectivement des islamistes et des factions islamistes présentes sur place. Moi, j'ai pour théorie, qui d'ailleurs c'est une théorie qui a absolument été confirmée par les talibans en Afghanistan, mais si j'aime pas comparer la Syrie et l'Afghanistan, ça n'a strictement rien à voir. Mais au moment Sauf où pour la com.
Sauf pour la com, Sauf pour la communication, oui, c'est moi, vrai. d'ailleurs, j'ai fait partie de ceux qui, quand les voyants revenaient au pouvoir, me disaient tranquillement sur les plateaux, mais non, mais ils sont changés, ils ont passé 10 ans à Doha, ils se sont confrontés, et quand ils sont arrivés Alors sur place, ils ont ça peut simplement être de repris mauvais le augure pouvoir. aussi. Non, alors. mais alors attendez, simplement, je fais aujourd'hui bien la différence, malgré cette expérience, entre la Syrie et l'Afghanistan. Par ailleurs, s'il y a une chose que je retiens de l'Afghanistan, c'est que quand les talibans sont arrivés au pouvoir, ils se sont débarrassés illico et le plus vite possible de toutes les autres islamistes à poil dur qui pouvaient leur contester le pouvoir sur cette question-là. Donc en fait, le principal ennemi de HTS, avant d'être je ne sais quelle faction, je ne sais quel pays, etc., ou l'Iran, c'est l'État islamique, par exemple. C'est tous ceux qui pourraient, par la droite, enfin en tout cas par la terreur, lui opposer. Qui ont encore des groupuscules je sais pas, mais ça, Nadim Mouri nous le dira plus. Mais moi, je sais pas s'il faut vraiment les opposer idéologiquement, tous ces groupes. J'ai vraiment l'impression qu'ils luttent pour acquérir le pouvoir. La vraie différence, alors oui, il y a une stratégie plus nationaliste, une stratégie de djihad à exporter. Mais enfin, autrement, la différence, même en termes de violence entre tel groupe, le groupe d'Omar ou le groupe Hayat al-Shams ou Al-Qaïda ou l'État islamique, je ne vois pas trop bien comment on peut faire des distinctions dans la violence. Nadim Mouri, un mot là-dessus? Non, ils sont battus. Au fait, Joulani, aujourd'hui, est l'homme fort parce que ça fait 2 ans qu'il est en train de se battre contre, même plus si on considère le combat qu'il a mené contre Daesh. Moi, ça fait plusieurs années, en fait. Ça ne veut pas tout soutenir, mais je pense qu'il va falloir je pense qu'ils sont différents. Oui. Maintenant, jusqu'à quel point je veux dire, jusqu'à quel point on peut réformer un Joulani? Nous, on ne va pas le réformer. Jusqu'à quel point, lui, il est prêt à se modérer? Je n'en sais rien. En tous les cas, il a montré une forme de pragmatisme. Et il l'a montré même d'une manière sanguinaire, parce que ça fait 2 ans qu'il est en train d'attaquer et d'emprisonner des gens qu'on peut considérer à sa droite, qui sont encore plus extrémistes, plus takfiri. Aujourd'hui, après, je ne pense pas qu'il va devenir un démocrate à la Jefferson. Il faut juste trouver des outils, je pense, pour aider cette société civile syrienne, ces autres groupes, à trouver un équilibre. Je pense jusqu'à maintenant, c'est encourageant. Le Premier ministre est un de ses proches. Oui, c'est sûr. Donc là, on est vraiment dans la même ligne. Le Premier ministre, ça fait des années qu'il est dans le gouvernement de Idlib, et depuis janvier, c'était le Premier ministre de Idlib. Donc il vient de la même école, quelque part. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir son parcours. C'est à la fois un ingénieur, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études civiles, et en même temps un docteur en charia. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait des études religieuses, et qui, en mêlant les deux, s'est à la fois occupé d'un ministère de la religion, et en même temps de la reconstruction à Idlib. Donc on voit bien qu'on est là dans un mélange des genres qui peut être effectivement un peu troublant, mais je suis assez d'accord avec vous, vous pensez que... Encore une fois, peut-être je vais me tromper, et j'en serais désolé, mais il faut dans un moment pareil de révolution, parce qu'il s'agit d'un moment révolutionnaire et d'un moment de joie pour le peuple syrien, faire un peu confiance dans des acteurs qui n'ont pas envie d'une guerre civile, qui n'ont pas envie d'une solution à la irakienne ou même à la talibane d'ailleurs. Donc c'est saine là-dessus justement, ils n'ont pas envie d'une solution trop conflictuelle à la talibane. On observe de près ce Joulani depuis maintenant 10 ans. Il a changé. Vous dites qu'il a changé. Il a changé par rapport à la Turquie. Parce que la Turquie a soutenu tous les autres islamistes, djihadistes, et eux, ils ont pris leur distance avec la Turquie. Voilà. Par exemple, la Turquie avait nommé un gouvernement là. Et lui, il n'a pas reconnu ce gouvernement turc, il a proposé son propre gouvernement. 2, il n'a pas attaqué les Kurdes. 3, il a envoyé des signaux positifs. Il n'a pas attaqué les Kurdes, lui. On n'a pas eu de guerre Tahrir al-Sham contre les Kurdes. À l'époque, il était Nusra, oui. À l'époque, quand il était encore Al-Qaïda, oui. Mais pas par la suite. Donc, il a une certaine distance avec la Turquie. Je dis encore, mais il doit quand même beaucoup à la Turquie, ça c'est clair. Alors, justement... les Kurdes lui ont fait savoir, hier, le représentant kurde, notamment Saleh Muslim, qui est vice-président du Parlement kurde, a dit... Notre porte est ouverte. On peut négocier avec lui. Ensuite, nous sommes aussi conscients qu'il n'a pas la puissance de sa nuisance. Il ne peut plus imposer. Israël les a complètement démis de leur force, de leur position. Partant de là, il est libre.
Alors justement, est-ce qu'il est libre ou pas? Est-ce qu'il est libre ou pas, mais très inféodé à la Turquie. Très inféodé à la Turquie. Alors on a deux choses. D'abord, on va voir du côté d'Israël, qui a mené plus de 300 frappes, puisque vous faisiez allusion aux frappes d'Israël, 300 frappes aériennes sur la Syrie depuis donc la prise de Damas par les rebelles. Donc ça fait beaucoup. Ils ont détruit des centres de recherche à Damas. On parle de forces navales syriennes qui ont été détruites aujourd'hui également. On va écouter le ministre de la Défense. Je mets en garde les chefs rebelles en Syrie. Quiconque suit le chemin d'Assad finira comme Assad. Nous n'autoriserons pas une entité terroriste islamiste extrémiste à agir contre Israël à ses frontières et à mettre en danger ses citoyens. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour éliminer la menace. Sarah Daniel, donc là, c'est effectivement la sécurité d'Israël qui prime. Alors, est-ce que ça va favoriser la constitution de ce gouvernement pacifique ou pas, le fait effectivement qu'il y ait toutes ces frappes israéliennes en ce moment? Bon, alors, si jamais Israël se cantonne à frapper les armes chimiques et à sécuriser un petit peu son territoire et que ça s'arrête vite, je pense que ça n'aura pas d'influence. Voilà. Mais là, il y a le Golan également, qui est un autre Oui, ils ont enjeu. avancé un peu. Bon, c'est difficile à dire avec les Israéliens qui ont en effet maintenant la bride un peu lâchée, là, depuis tout ce qu'on a vu dans la région et depuis la future élection de Trump. Mais bon, je ne pense pas que ça aura une influence considérable. Moi, ce qui m'effraie plus, c'est en effet le lien entre Jolani et la Turquie. Alors, vous avez raison, il y a eu un moment où il l'a même exprimé très clairement. Il a dit la Turquie doit me donner des gages, on ne va pas leur donner le pouvoir comme ça. Mais en même temps, on a vu que notamment à Idlib, ils ont été très dépendants de la Turquie. La monnaie qui circulait, c'était la livre turque. Et on ne peut pas imaginer quand même un degré d'inféodation plus important. Plus important que... Je serais beaucoup plus mesuré sur l'inféodation à la Turquie. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour penser que... Mais je pense que Erdogan était extrêmement surpris de la rapidité et de l'effondrement du régime de Bachar, qu'il n'avait pas du tout imaginé ça. Et d'ailleurs, on ne lui avait pas vendu ça. Al-Jolani, se dit-il... Al-Jolani, qui, je rappelle, veut dire celui du Golan. Il est originaire de cette région. Justement, je voulais... C'est pas totalement anodin. Al-Jolani lui aurait dit, on va prendre 3-4 villages, s'avancer vers Alep, éventuellement, ils avaient de bonnes informations sur Alep, pousser vers là, mais jamais ils imaginaient que... Et je pense que tout le monde a été surpris. Et peut-être eux-mêmes. Et peut-être eux-mêmes. Mais maintenant, quant à l'inféodation de la Turquie, encore une fois, il est syrien. Il n'est pas turc. Il est syrien. Il est en face de lui, vous avez raison, près de 10 millions, une grande partie du territoire gérée par les Kurdes. Donc il va falloir, s'il veut prétendre à diriger la Syrie, il va tout de même falloir qu'il aboutisse à un compromis avec les Kurdes qui ne passe pas par la Turquie. Oui. Alors un mot encore sur Israël, Nadim Mouré, justement, face à ces frappes, cette zone tampon, puisque maintenant, effectivement, ils sont à la lisière, les soldats israéliens de la partie du plateau du Golan. Jusqu'où veulent-ils aller, les Israéliens? Parce qu'on a entendu Netanyahou aujourd'hui aussi dire attention, c'est d'abord la sécurité d'Israël. Donc on va l'écouter d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, et vous allez réagir. Aujourd'hui, tout le monde comprend l'importance considérable de notre présence sur le plateau du Golan. Notre contrôle du Golan assure notre sécurité. Il assure notre souveraineté. À cette occasion, je tiens à remercier mon ami le président élu Donald Trump d'avoir répondu à ma demande de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan en 2019. Cette reconnaissance historique prend encore plus d'importance aujourd'hui. Elle prend encore plus d'importance. Le plateau du Golan sera une partie inséparable de l'État d'Israël pour l'éternité. Je pense, il l'a dit, vous savez, Hassan Salamé avait cette formule pour Israël, l'appétit vient en mangeant. D'accord. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de créer une zone tampon sur la zone tampon. C'est-à-dire, le droit international est très clair. Le Golan est territoire syrien, il a été démilitarisé. Ça ne leur suffit pas. Ils ont pris une autre partie, ils continuent. On entend Netanyahou qui est en train de parler de souveraineté sur le Golan sans dire jusqu'à où. Et il y avait des commentateurs israéliens, certes de droite et d'extrême droite, sauf que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui parlaient même de stations de ski dans les montagnes qui sont en train de prendre. Je veux dire, on rigole. Oui, mais quel est le rapport entre HTC et Israël, justement, puisqu'on parle d'islamistes là? Ils sont très loin. Et je veux dire, je pense... Écoutez... Pour moi, c'est un moment, je comprends tout à fait. Israël veut affaiblir, c'est son moment, il n'y a rien devant elle. Pourquoi elle va aller attaquer les navires syriens? Est-ce que vraiment HTS allait prendre des navires syriens pour y aller, des navires qui n'ont pas bougé depuis 20-30 ans? C'est une forme de dominance, d'écrasement et quelque part d'effritement. Moi, je pense l'agenda d'Israël, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de Syrie unie
qui puisse immerger de tout cela. Et un des moyens, c'est de pousser de plus en plus de divisions. Ils sont en train de dire on va s'allier avec les Kurdes. Je peux tout à fait comprendre. Tout le monde veut se protéger aujourd'hui. Oui. Mais est-ce qu'on peut essayer de construire un projet national syrien autour de centres d'intérêt. Et c'est ça, je pense, qui devrait être la priorité aujourd'hui de la communauté internationale. Franck Sessène, sur le lien avec les Kurdes. Non, je ne pense pas que l'Israël cherche à effriter la Syrie. Il y a 23 États arabes, l'Israël n'a pas déclaré la guerre à 23 États arabes. Et puis, si les Syriens sont intelligents entre eux, les appétits d'Israël n'intéressent personne. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des millions de Kurdes qui sont exclus à la fois de la nationalité, à la fois de citoyenneté, et ça fait, depuis 2011, ils se gouvernent, ils se dirigent, ils sont en communication avec le monde occidental. Ça n'a rien à voir avec Israël. C'est la Syrie elle-même qui effrite. Quand vous imposez la charia, c'est très clair, les autres n'ont pas leur place là-dedans. Oui. Et la garantie de cela, c'est encore le Kurde. C'est pas Israël qui est... On va pas refaire le concert syrien là, entre nous. On va essayer simplement de parler des intérêts d'Israël. C'est vrai qu'Israël a avancé ses pions ces derniers jours. 350 frappes quand même en 48 heures. C'est essentiellement pour réduire l'armée syrienne à néant. C'est-à-dire l'ensemble de l'armée syrienne et le Hezbollah et tout ce qui... Grosso modo, les Russes sont plus là. Et peut-être aussi les armes chimiques. Non, mais la Russie aussi, parce qu'on voit que la Russie a dit qu'elle voudrait essayer de garder ses bases. Il y a des tractations avec les Russes pour qu'ils gardent sa base, leur base. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est la base de Tartous. Le reste, la base aérienne... Ils sont en train de négocier avec HTC là-dessus, d'ailleurs, pour garder la... Attendez, laissez-le, parce que là, on va juste pour terminer, ce que fait Israël en ce moment, c'est détruire le plus vite possible toute capacité militaire de rétorsion de la Syrie. Premièrement, du Hezbollah. Deuxièmement, et éventuellement détruire les stocks d'armes chimiques. Par ailleurs, ce qui me semble plus dangereux, c'est ce qui se passe au Golan. C'est-à-dire le fait d'avoir envahi la zone tampon, qui est une vingtaine de kilomètres, qui permettait de séparer la Syrie d'Israël, et d'avoir été jusqu'au mont Hermon. Jusqu'au mont Hermon, c'est-à-dire grosso modo, qui domine entièrement la région. Le mont Hermon, quand même, qui est à 40 km de Damas. Ça, ces prises territoriales-là, cette prise de position territoriale-là, on sait très bien quand Israël rentre, mais on ne sait jamais quand elle repart. Et ça me semble être, de la part d'Israël, une volonté de prendre position, l'appétit vient en mangeant, et aussi peut-être d'avoir des trucs à négocier avec le futur gouvernement syrien. La Turquie, en tout cas, elle va attendre que les conditions soient réunies. Je cite, pour ouvrir une ambassade à Damas. C'est ce qu'a dit la Turquie aujourd'hui. Enfin, le ministre turc des Affaires étrangères. On va écouter le président Erdogan qui s'est exprimé une nouvelle fois aujourd'hui. Désormais, nous ne pouvons plus permettre que la Syrie soit à nouveau divisée. Nous ne pourrons jamais consentir à ce que les terres du pays redeviennent une zone de conflit. Nous ne pouvons accepter aucune provocation qui empêcherait le retour du frère, du peuple syrien dans ses foyers. Donc ce discours, c'est quand même... Comment vous le qualifiez, ce discours d'Erdogan ? On sent qu'il pèse, il veut peser sur le destin de la Syrie. Quand je regarde ses yeux, je vois ses dents plutôt. Alors, il est devenu démocrate d'un seul coup, il parle de la fraternité, ben, on connaît Erdogan. Il a militarisé la zone. Il y a eu des frappes, me semble-t-il. Il a frappé les Kurdes depuis une semaine. Donc Erdogan parle aujourd'hui avec l'allure de conquérant. Je voulais juste dire un mot tout à l'heure. On a commencé par parler de la joie du peuple syrien. Joie légitime, joie attendue. Est-ce que ce joie aurait été possible si Israël n'avait pas affaibli Hezbollah, s'il n'avait pas affaibli l'Iran dans la région? Ah mais je suis d'accord avec vous. Donc il y a la contribution quand même d'Israël à cette libération, à cette liberté. Totalement indirect. En tout cas, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Détruire l'armée d'un pays. Je veux dire, soyons juste sur ce point, c'est très important. On est d'accord. Si Israël tenait tellement aux Syriens, elle aurait pu bombarder cette armée syrienne qui, ça fait 14 ans, qui est en train de tuer son propre peuple, si elle tenait au peuple syrien. Israël tient à ses propres intérêts. Sauf que quel est l'intérêt aujourd'hui, au moment où la Syrie est à son plus faible, de détruire l'armée syrienne ? La même armée qui est censée, quelque part, reconstruire
une nouvelle armée avec une nouvelle idéologie, reconstruire le tissu. Ils disent qu'ils ne veulent pas qu'elle passe sous la main des islamistes. Non, c'est leur discours. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à oui, mais il y a passer, donc il va y avoir une fragmentation il y a quand même Al-Joulani, et plus que Al-Joulani, il y a une période d'entropie qui est propre à tous les passations de régime. Et là, il y a plusieurs groupes. Et donc, éventuellement, les armes chimiques, on n'a toujours pas pris un coup dans de mauvaises mains. Juste parlons des armes chimiques. Oui. Ça m'intéresse beaucoup, parce que j'en ai beaucoup travaillé. Donc, personne ne parlait plus des armes chimiques. C'est vrai. Quand les armes chimiques tombaient sur les Syriens, ni Israël n'a intervenu, ni la communauté internationale. Toutes les lignes rouges ne comptaient pas. Donc aujourd'hui, par miracle, le régime de Bachar el-Assad, qui a lui-même utilisé les armes chimiques, n'existe plus. Là, tout le monde se réveille et dit c'est un danger international, il faut les bombarder. Vous voyez l'hypocrisie. Si j'étais syrien, moi je suis libanais, je suis pas syrien. C'est le cynisme des Israéliens. Non, c'est le cynisme des Occidentaux et des Israéliens. Et les Occidentaux sont en train de dire... On est d'accord avec quand vous, vous dites qu'Israël, elle fait partie de la joie des Syriens, je peux vous assurer que non. Mais c'est pas... Un pays qui est en train d'occuper un autre au moment où ils viennent juste de se libérer de 54 ans. Il nous reste... Allez-y, ok. Anthony Mélanger, ensuite je voudrais qu'on termine sur la Turquie. Israël, c'est une occasion en or pour un pays qui a affaibli le Hezbollah, qui a affaibli son ennemi toujours depuis 20 ans, qui s'appelle le Hezbollah, qui a négligé, qui a remis à zéro les compteurs avec l'Iran et qui aujourd'hui a l'occasion de détruire une armée qui lui a toujours été franchement hostile. Israël, qui a à cœur de son intérêt national et la sécurité nationale, le fait. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas naïf au point de penser qu'ils le font pour le bien du peuple syrien. Alors, un dernier mot. Je pense qu'ils le font pour leur sécurité. Je pense de ce gouvernement potentiellement djihadiste. Et du chaos peut-être. Il nous reste 5 minutes. Un mot sur les États-Unis, puisque vous disiez que les États-Unis continuent, enfin en tout cas qu'avec Trump, ils allaient continuer à soutenir les Kurdes, parce qu'évidemment, ça reste très important, cette présence américaine. Eux aussi ont une base militaire, donc ils doivent négocier avec HTC. C'est comme ça que ça se passe en ce moment avec les Américains ? Avec les Américains, les Kurdes n'ont aucun problème aujourd'hui. Nous pensons que ceux qui ont été nommés par la future administration de Trump, ce sont des gens extrêmement responsables par rapport à la question kurde. Moi, je parle de la question kurde, de leur présence en Syrie. Pour l'instant, nous n'avons pas de signaux ni d'abandon, ni de retrait. Non. À part une déclaration de, effectivement, président Trump qui l'avait dit à l'époque. Non, qu'il a dit il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je n'ai pas entendu son ça. Tweet, enfin, il dit beaucoup de choses, c'est pas grave. Il dit beaucoup de choses. Mais... En tout cas, l'administration qui a nommé, c'est pas ça. Nadim Mourri, ce serait important que les Américains gardent justement... Écoutez, le prisme principal des États-Unis pour le Proche-Orient, c'est l'intérêt d'Israël et contrer l'Iran. Voilà. Donc s'ils y voient leur intérêt en Syrie, ils resteront, ils soutiendront, mais c'est leur prisme principal. Ils n'en ont pas d'autres. À la limite, certains membres du Congrès... leur prisme en Syrie, parce qu'il y a l'organisation de l'État islamique et ils ont frappé. Oui, mais ça c'est sûr, et ça ils le garderont, et ça peut-être qu'ils ont besoin des soldats dans les quelques bases, ou pas. Mais c'est sûr, je pense, en tous les cas, les Américains, leur prisme va être quel est l'intérêt et qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas, ça va être ceux qui vont peser le plus, parce qu'effectivement, je pense, Israël représente aussi leur intérêt sur le terrain, et de l'autre côté, ça va être un jeu entre Israël et la Turquie, et peut-être un peu la Russie. La question primordiale, enfin vraiment... La Russie d'ailleurs. Ça va être quand même comment ce gouvernement Djolani va dealer avec les Kurdes, et est-ce que la Turquie pourra, qui est obsédée par la question kurde, il faut le rappeler, pourra... Il veut en fait les pousser, c'est ça, elle veut pousser les Kurdes, c'est ça l'objectif d'Erdogan. Elle ne veut pas que les Kurdes aient une autonomie et puissent... Et elle veut les pousser le plus loin possible, donc, en fait, et créer cette zone tampon. Quelle distance pourra prendre Djolani vis-à-vis de ses parrains turcs, à mon avis, c'est la question. Et alors, on n'a pas parlé, à mon avis, de l'immense perdant et de l'immense bouleversement géopolitique qui est en train, sous nos yeux, qui est l'effacement de l'Iran. L'effacement de l'Iran. Moi, ça fait 30 ans que je commente l'actualité internationale. Je n'en reviens pas moi-même à quel point l'Iran, c'est tout ce qui a fondé sa politique internationale, l'idée qu'elle se faisait du monde, cette espèce d'axe de la résistance qui passait forcément par la Syrie, qui a fait que pendant 10 ans, ils ont soutenu le régime de Bachar el-Assad contre une population entière, s'est effondré sous nos yeux en 48 heures. Et les milices chiites sont allées au Liban, il en reste justement... les milices chiites, non, il y en a quelques-uns qui sont allés en Irak. Vous savez, ils sont fondus dans la population. En fait, avant de chercher les milices chiites, on cherche les 8 grands responsables sécuritaires en Syrie, parce que ce serait bien qu'ils apparaissent devant la justice. Mais c'est eux les grands perdants. C'est sûr que l'Iran est la grande perdante aujourd'hui. Sa stratégie, c'est au fond. Est-ce qu'ils sont sur la côte ? On dit que un certain nombre auraient fui justement sur la côte syrienne. Ça serait le cas, à votre avis ? Peut-être. On a entendu que Maher, le fameux frère, avait fui avec certaines milices chiites vers l'Irak en hélicoptère.
On n'en sait rien, hein, mais en fait, ce qui est fou, c'est un peu ce vide. Et je parlais aujourd'hui à des Alaouites de la côte qui étaient très en colère contre même le régime, parce qu'ils ont été vendus. Ils disent qu'ils n'ont même pas pris la peine de s'adresser à nous pour donner ce qui se passe. Et c'est intéressant maintenant, HTC a négocié, ça, je ne pensais pas voir ça de ma vie, avec des dignitaires alaouites, pour qu'ils rentrent dans les régions et que ça se passe plutôt bien. Alaouite, qui est la communauté des Bachar al-Assad. Espérons que ça dure, parce que si on avait peur vraiment de représailles, c'était vraiment contre les Alaouites, et parce qu'on a vu de représailles dans le passé. Et là, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui contrôle. Quelques-uns, oui, mais... Il y a quelques heures à Damas. Les Alaouites, c'était vraiment une toute petite minorité qui tenait le pouvoir par le biais du clan Assad. C'est ceux qui ont le plus à perdre. Effectivement, les voir négocier avec HTS, c'est assez incroyable. Merci. Juste une dernière chose, c'est en fait la Russie, le rôle qu'elle joue, qui a probablement permis au clan Assad de partir, père, frère, fils, donc neveu. Parce qu'elle a effectivement accordé l'asile. C'est probablement la dernière fois qu'on voit la Russie jouer un rôle un peu de premier plan en Syrie pour le moment. Merci beaucoup Anthony Bélanger, merci Sarah Daniel d'avoir été avec nous ce soir. Franck Sessen, merci beaucoup. Nadim Houri, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Julie Dungeloff qui est donc à Damas pour nous, qui participait au début de cette émission, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.